Et avec nous, deux poids lourds, politiques et militaires. Merci à vous, merci Général Yakovlev, merci Gérard Araud. Deux points de vue aussi sur ce qui est en train de se passer. Je rappelle les quelques événements qui sont en cours. D'ailleurs, les émissaires américains sont à Moscou. Dans les minutes qui suivent, on va voir très exactement ce qui se précise, les conditions qui sont posées par Vladimir Poutine. C'est la réponse à ce sujet-là de Donald Trump. Gérard Araud, est-ce que le scénario Trump est en train de fonctionner ou est-ce que Poutine est en train en réalité de mettre des conditions trop hautes? Alors je crois qu'il faut raisonner dans cette question comme un négociateur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tactique de la négociation, et lorsque vous commencez une négociation, vous commencez toujours par poser des exigences excessives. Vous commencez toujours par dire, moi je ne suis pas obligé de négocier. On fait ce qu'on appelle en anglais du chest banging, un peu comme les gorilles qui tapent sur la poitrine pour effrayer l'autre. Et donc, moi la réponse de Poutine ne me surprend absolument pas. Il pose des exigences maximalistes parce que c'est le début de la négociation. Pour lui, ce qui est important, il faut se mettre toujours à sa place, c'est au fond, il faut qu'il se demande si Trump, c'est du lard ou du cochon. Est-ce qu'il a en face de lui un Trump qui va lui l'abandonner l'Ukraine, ou est-ce qu'au contraire, il va avoir un Trump qui, d'un seul coup, va manifester une grande fermeté? Donc je dirais que tout ça, c'est le round d'observation. Il fallait s'y attendre, et ça ne veut pas dire grand-chose sur la suite, ou pas de suite d'ailleurs, de la négociation. Donc en clair, c'est de bonne guerre, d'après vous, c'est normal, ce que fait là Vladimir Poutine est un échange, disons, de bras de fer assez normal. Ah, moi je suis tout à fait, quand je négociais, je commençais toujours comme ça. Général Yakovlev. Je ne sais pas si Trump s'y attendait. Poutine, je pense, ne veut pas de cessez-le-feu, en tout cas pas maintenant. Et dans le meilleur des cas, il acceptera un cessez-le-feu qui sera un cessez-le-feu à trou-trou, avec des tas de choses insupportables, ce qui lui permettra de renvoyer la balle en disant, vous voyez, c'est les Ukrainiens qui n'en veulent pas. Donc c'est un piège, d'après vous? Oui, bien sûr, oui. Moi, j'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Je pense que personne ne le sait. Personne ne sait ce que veut Poutine. C'est ça le problème. Et personne ne sait également si Trump est prêt à tordre le bras de Poutine. Jusqu'à maintenant, il faut bien dire que les signes ne sont pas très en faveur d'une fermeté américaine envers la Russie. Mais vous savez, au fond, il faut se mettre de nouveau. Poutine, quel est son choix? Soit il se dit, je ramasse mes gains, comme au poker, c'est le moment où je ramasse mes gains et j'essaye de les maximiser. Et donc, je garde les territoires que j'occupe et j'y rajoute un petit peu de démilitarisation de l'Ukraine. Soit il se dit, Trump va se lasser et j'en ai rien à faire du cessez-le-feu, je fais semblant et je continuerai la guerre. Mais je pense qu'à ce stade, de nouveau, nous ne savons pas comment cette négociation va évoluer, car nous ne savons pas ce que les deux principaux acteurs, Trump et Poutine, veulent vraiment. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky ce soir. Tous les acteurs, les uns après les autres, et évidemment il est un des premiers, s'expriment ce soir. Peut-être le ton de sa prudence est intéressant à écouter. Nous avons entendu des paroles très prévisibles et très manipulatrices de la part de Poutine en Russie. En réponse à l'idée d'un cessez-le-feu, il prépare en réalité un refus. Pour l'instant, Poutine a bien sûr peur de dire directement au président Trump qu'il veut continuer cette guerre et qu'il veut tuer des Ukrainiens. Voilà. Quel est le jeu actuellement? On voit que Trump et Poutine se répondent. En réalité, est-ce qu'ils sont alliés? Est-ce que le plan Trump-Poutine est en train de se mettre en place? En tout cas, je pense que le plan Poutine est en place. Poutine est convaincu qu'il va emballer Trump, le ficeler et le mettre au four. Donc, il laisse Trump se prendre au piège de ses propres rodomontades, là, son côté macho, etc. Et à l'arrivée, Poutine est convaincu qu'il va l'avoir. Donc, il n'y a pas de raison qu'il fasse de cadeaux maintenant, puisqu'il aura tout. Il a déjà eu beaucoup, sans l'avoir demandé, il a déjà eu beaucoup. Donc, il va... voilà, je pense que c'est pour ça c'est ma lecture de son intérêt aujourd'hui. Précisons les conditions qui sont données ici par Poutine. C'est l'arrêt des livraisons de matériel. Il pose la question de qui vérifiera le cessez-le-feu. Il dit aussi qu'il faut que ce soit durable. Visiblement, il est sceptique sur les 30 jours. Que veulent dire ces conditions?
De nouveau, au début d'une négociation, vous demandez tout. Et au fond, toutes les demandes, d'ailleurs, vous n'en faites qu'une partie, parce qu'il y en a des demandes qui vont plus loin, ce sont les demandes qu'on connaît depuis le début, les demandes de la Russie. Donc, vous commencez par tout demander, et puis ensuite, vous voyez si ça marche ou pas. Et en effet, la question est sans doute que Poutine, étant donné que Trump a déjà donné beaucoup avant même le début de la négociation, qu'on voit bien que Trump a tordu le bras de Zelensky brutalement. Le pauvre Zelensky est dans cette histoire parce qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est le faible de cette tragédie. Donc, il essaye d'obtenir le maximum. Et de nouveau, la question va être, est-ce que Poutine va se contenter de 70% de ce qu'il demande, ou est-ce qu'il va se dire « je peux obtenir 100% en continuant la guerre ». Et nous verrons dans les jours qui viennent, et en particulier, je crois qu'il y a un entretien en tête-à-tête quasiment en ce moment entre Poutine et l'envoyé de Trump. Quand on regarde les images tout à l'heure en Biélorussie, je suis pas sûr que tout le monde ici soit conscient de ce qu'est la Biélorussie. C'est une dictature extrêmement stricte et rigoureuse. Loukachenko, qui est surnommé Monsieur Patate, parce que c'est le roi de l'exploitation de la patate, mais c'est pas du tout un drôle, c'est un régime de fer. Poutine qui est là chez lui, il a son vassal à côté de lui. Est-ce qu'il est en position de force militairement, diplomatiquement? Est-ce que c'est la belle heure de Poutine? La belle heure, c'est beaucoup dire. Je pense que sa position est moins forte qu'il ne le pense ou qu'il n'affecte de le croire. Militairement parlant, on est presque à l'équilibre. Il y a un léger avantage pour les Russes, mais militairement, ça reste un quasi-équilibre. La seule vraie carte à jouer de Poutine, c'est que Trump est prêt à n'importe quel accord qui lui permettra de dire voilà, j'ai signé la paix. Y compris un accord qui oublierait, par exemple, le retour des prisonniers de guerre et les enfants kidnappés. Ce qui, pour les Ukrainiens, est une condition sine qua non. Et pour Trump, ça sera un détail. Il dira c'est un détail. Je pense que Poutine, d'une certaine manière, à cause de l'élection de Donald Trump, est en position de force. Il voit bien, comme le général vient de le dire, que Trump veut se dégager à tout prix de cette guerre et qu'au fond, pour Trump, l'Ukraine, il est indifférent à l'Ukraine. Il veut pouvoir aller sur Fox News, dire j'ai gagné et j'ai rétabli la paix. Donc, de ce point de vue-là, il est en position de force. Cela étant, il y a un élément que nous ne connaissons pas, c'est son analyse de sa situation intérieure, et notamment des fameuses sanctions, de la situation économique. Donc, quelle analyse fait-il de cette situation? Est-ce qu'il pense qu'il a quand même besoin, il n'est pas suicidaire, en général, les dictateurs sont rarement suicidaires quand même, est-ce qu'il considère qu'il a besoin de la paix? Voilà. Est-ce qu'il a besoin d'une trêve? Alors certains diront une trêve pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais est-ce qu'il en a besoin? Et c'est pour ça que je dirais que, comme les États-Unis sont venus comme demandeurs dans cette affaire, les cartes sont plutôt dans les mains de Poutine. C'est plutôt lui qui a le choix. Parce que, de nouveau, les Américains sont arrivés en demandeurs. Ils ont déjà cédé une bonne partie de tous les éléments qu'ils avaient pour faire pression sur la Russie. Le retournement, quand même. Ils vont se parler au téléphone. Vous l'avez entendu, Poutine qui dit « je parle à mes collègues ». Il y a son collègue Trump, son collègue Xi Jinping, son collègue le Premier ministre indien. Il était paria. Il se retrouve vraiment en discussion avec les principales puissances. Non, il n'était pas paria, il était paria en Europe et en Occident avec les États-Unis et le Canada. Mais lorsqu'il avait fait le sommet des BRICS à Kazan, il y a quelques mois, en octobre, je crois, 2023, il avait réuni sans problème une quarantaine de chefs d'État. Non, ce n'est pas un paria. Le reste du monde ne soutient pas la Russie dans son invasion de l'Ukraine, mais le reste du monde se dit que finalement c'est une guerre de blancs, que c'est pas leur conflit, c'est pas leur problème, et ils ne veulent pas s'en mêler. Absolument, il n'est pas paria. Il se sent en position de force. Alors maintenant, il y a un autre facteur, et là, je ne sais pas peser les différents facteurs, c'est dans quelle mesure son régime a besoin de la guerre, au sens la guerre est consubstantielle à son régime, parce qu'elle le légitime chaque jour, il crie à l'agression, donc nous répondons et tout. Donc il peut y avoir une sorte de vertige devant, et si on s'arrête? Vous voyez ce que je veux dire devant? Parce que concrètement, quand vous arrêtez une guerre, admettons, il y a un cessez-le-feu, admettons que ce soit un vrai cessez-le-feu, il n'y a plus de manœuvre, on a en gros arrêté de se tirer dessus. Bon, il y a un moment où on commence à se retirer un peu et à démobiliser. Et puis vous avez 100, 200 000 soldats qui rentrent à la maison.
qui, eux, feront de la contre-propagande, parce que la vérité de la guerre de Poutine, ils l'auront vue. Donc, il est possible qu'il y ait cette sorte de vertige, et que tant qu'il estime pouvoir continuer la guerre, autant continuer, parce que pendant ce temps-là, personne au pays ne se pose la question de son régime. Alors, ouvrons la question, jusqu'où veut-il aller? Écoutez-le, lors de cette conférence de presse avec Loukachenko, comment il explique que le front nucléaire, en réalité, est en train de se rapprocher de l'Ouest, avec le partage des armes nucléaires concernant la Biélorussie, avec un certain nombre d'armes nucléaires qui se rapprochent de nous. Écoutez. Compte tenu des tensions dans le monde, dans la région européenne et près des frontières de nos pays, nous avons abordé des questions de création d'un espace de défense commun. Nous avons déployé un groupement tactique en Biélorussie, ainsi que l'arme nucléaire. Tout ceci protège de manière fiable les frontières occidentales de nos deux États. Vos avis là-dessus, hein, qui menace qui? Alors il y a un complexe, disons, paranoïaque de la Russie, ça on l'a très bien compris maintenant depuis très longtemps, mais en réalité, est-ce que cette puissance veut aller plus loin? C'était au cœur de la discussion avec Jordan Bardella à un moment donné. Est-ce que oui ou non, Poutine veut pousser toujours plus loin à l'Ouest? Militairement et dans l'immédiat, non. Déjà, il n'en aura pas les moyens grâce à l'Ukraine. L'Ukraine nous a gagné 3 ans pour réfléchir quand même. Il y a encore un petit peu de temps. Et puis, même s'il en avait les moyens militaires, Poutine n'est pas dans le mode aller jusqu'à Paris pour défiler le 14 juillet ou le 9 mai à Paris. Non. En revanche, ce que craignent beaucoup les Estoniens, par exemple, c'est, une fois qu'il se sera refait une petite santé, de faire une prise de gage en Estonie ou en Lettonie. En clair, ça veut dire entrer en Estonie, c'est l'OTAN, on le rappelle, c'est le territoire de l'OTAN. Entrer et le fait accompli. Un test. Et ce test dépendra du test actuel qu'est l'Ukraine. Donc nous devons gagner ce test de l'Ukraine. Non, moi je suis totalement d'accord, parce que, au fond, si Poutine gagne, entre guillemets, la guerre en Ukraine, ça veut dire que, d'un point de vue géopolitique, vous avez la Russie qui a réussi, en utilisant la force, à imposer sa volonté, à conquérir un autre pays, et en plus à vaincre les Occidentaux, parce que ce sera vu comme une défaite de l'Occident. Et donc le prochain test, ce sera très clairement les pays baltes. C'est-à-dire ces tout petits pays, l'Estonie et la Lettonie. Et là, Poutine se posera la question très simplement, est-ce que Trump va défendre l'Estonie et la Lettonie? C'est une évidence que non. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il enverra, comme le dit très justement le général, les chars russes sur Tallinn et sur Riga, mais on a de multiples manières pour faire pression sur des petits pays. Et notamment la frontière entre l'Estonie et la Russie n'est pas définie. Il n'y a pas d'accord entre les deux pays. Et donc il peut y avoir en effet des incidents. Donc c'est une nouvelle question posée aux Européens. Il y a des soldats français en Estonie aujourd'hui. Et donc que ferons-nous, nous les Européens? Donc de toute façon, ce conflit pose des questions centrales aux Européens en termes de sécurité, d'autant que Trump est en train de nous lâcher. Le fait qu'il évoque maintenant cette question nucléaire, ça n'est jamais indifférent. De quoi exactement? Quel est le message qu'il passe là aux Occidentaux? De mémoire, c'est la 3e fois qu'il parle de l'importance nucléaire du Bélarus. Donc là, on est un peu air connu, vous voyez, c'est le refrain qui reprend de temps en temps. Jusqu'à présent, d'ailleurs, le refrain nucléaire, il le prenait quand ça allait mal pour lui. Et du coup, ça me donne peut-être des idées, vous voyez. C'est peut-être qu'il se sent moins assuré qu'il en a l'air. Moi, vous savez, quand il parle du nucléaire, en général, c'est pour faire peur aux Européens. Ils pensent que les Européens sont terrorisés par le nucléaire. Et donc, ça tombe également à un moment où les Européens ont l'air de se réunir face aux décisions de Donald Trump, avec toutes les réunions que nous avons vues, en particulier à Paris. Donc c'est peut-être encore essayer de terroriser les opinions publiques européennes, mais je suis d'accord avec le général, on l'a déjà entendu 3 fois au minimum. Pour le Biélorusse. Voilà, exactement. Quel est le projet poutinien sur l'Europe de l'Ouest? D'abord, il faut clarifier une chose, général Yakovlev, sur notre antenne. Hier, vous avez tenu des propos qui ont beaucoup fait réagir, et avec raison. Vous faisiez la comparaison entre le projet poutinien et ce qui s'est passé sous l'occupation. Pour clarifier les choses, soyons honnêtes, il n'est aucunement raison de minimiser les atrocités qui ont eu lieu sous l'occupation en France. Alors parlons simplement de ce qu'est le projet poutinien.
Mais là-dessus, non, pour clarifier les choses, n'est-ce pas, que beaucoup l'ont compris comme ça, vous ne vouliez pas minimiser les atrocités qui ont été commises sous l'occupation. Non, j'ai un père qui a fait la guerre pour libérer le pays, et mes grands-parents russes en France, pendant la période Pétain, n'ont pas vécu dans la tranquillité au quotidien, si vous voulez. Donc voilà, voilà. Et la déportation de tant de dizaines de milliers de juifs et tous les crimes commis, évidemment, par le régime d'occupation complice des nazis. Alors maintenant, chacun regardera l'histoire de France à ce moment-là. Maintenant, regardons ce qu'est le projet Poutine, ce qu'il appelle la dénazification. Et Lavrov et tout, qui reprennent l'idée de l'Ukraine est une fiction. Et donc, on va l'effacer de la carte. Donc la dénazification, ceux qui peuvent en parler, c'est les Baltes et les Polonais qui ont connu la période stalinienne en 1939. C'est 10% de la population exterminée ou déportée. 10%. En d'autres termes, pour la France, nous parlons de 6,5 millions de gens qui seraient exterminés ou déportés. Vous posez les choses, premiers mois. Général. C'est ça le projet de Poutine. Est-ce que ça veut dire qu'on comprenne bien votre vision, et là je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait la même vision, mais est-ce qu'en réalité on peut comparer le projet poutinien aux très grands projets totalitaires comme ont été ceux de Hitler, de Mussolini, de Staline? Est-ce qu'on est dans cet ordre-là? Non. Non. Celui-là, c'est une échelle à part. Il y a les marches vers l'enfer, il y en a beaucoup. Ça, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est le summum. Demandez aux Baltes. Quand je parle de 6 millions, comment on a trouvé 6 millions? C'est tous les fonctionnaires de catégorie A, c'est tous les enseignants, sauf les collabos, bien sûr. On garde les collabos. Mais on parle de son projet aujourd'hui, le projet qu'il entend étendre, s'il veut l'étendre, son influence sur l'Europe. Alors, c'est pas l'Europe, c'est l'Ukraine. Effacer l'Ukraine de la mémoire de l'humanité. Ça se fait au prix d'un grand carnage, d'une grande déportation. Le vol des enfants, il a déjà fait. Donc c'est ça, le projet poutinien. Alors après, on juge par rapport, le cas échéant, à la France, ok. Mais là, on est au bout de l'horreur et on ne le comprend pas parce qu'on croit que ça sera juste un changement de direction. Vous savez, sur le bar-restaurant... Ça veut dire, pardon, soyons extrêmement clairs. Tout à l'heure, sur cette antenne, c'était intéressant d'entendre la réaction de Jordan Bardella sur le mot « servitude » qu'a utilisé Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Je vous rappelle la formule qu'il a eue, qui est extrêmement forte, quand il dit « Les Européens sont face à un choix, les efforts et la liberté ou le confort et la servitude ». Il entend que le projet poutinien russe, c'est pas simplement faire de l'influence et puis de la propagande sur les punaises de lit. Non, c'est plus que ça. C'est une forme de domination du continent. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, l'objectif de Poutine me semble être d'abord, je dirais, la vassalisation d'Ukraine. Au fond, de faire de l'Ukraine une seconde Biélorussie. Alors, voilà, c'est-à-dire non seulement garder les provinces qui ont été annexées et essayer d'installer un Loukachenko à Kiev. Alors, il n'y parviendra pas parce que, en réalité, le peuple ukrainien, après une bonne guerre comme celle-là, évidemment, est porté par une véritable haine de l'envahisseur. Mais je crois que l'objectif de Poutine, c'est la vassalisation de l'Ukraine, l'entrée de l'Ukraine dans la zone d'influence russe. Deuxième objectif de l'Europe, où alors là, Poutine et Trump se réunissent, c'est sans doute, il faut bien dire, la dislocation de l'Union européenne. C'est-à-dire cette offensive illibérale où ils soutiennent tous les mouvements nationalistes autoritaires qui sont dans toutes nos sociétés aujourd'hui, toutes les sociétés occidentales, aux dépens de ce que les gens appellent les globalistes, c'est-à-dire les libéraux internationalistes. Je crois qu'il y a la volonté de vraiment défaire l'Union européenne, parce qu'évidemment, ensuite, ce sera beaucoup plus simple pour la Russie de parler à la Finlande toute seule et à la Slovaquie toute seule plutôt qu'à l'Union européenne. Est-ce que c'est plus dangereux que pendant la guerre froide? On rappelle que pendant la guerre froide, le Parti communiste français, par exemple, il était payé par Moscou, il a fait 30% à un moment donné, il soutenait Moscou, il soutenait l'invasion en Afghanistan. Est-ce que c'est plus dangereux que pendant la guerre froide, ou au fond, est-ce que les démocraties libérales sont de taille à résister? Je suis pas sûr, mais pour une fois, monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, autant je suis d'accord avec le deuxième terme de votre proposition. Allez-y, attaquez, passez à l'attaque. Voilà, autant sur l'Ukraine, c'est vraiment un projet à part. Ça, et ça, je pense que nous ne le comprenons pas. Nous ne voulons pas le comprendre. C'est pas la même vassalisation que Loukachenko, enfin la Biélorusse. Surtout qu'il y a un autre facteur, c'est l'esprit de vengeance. Parce que ce sketch aura duré depuis 2014, et donc il y aura en plus un effet de vengeance. Donc, pour l'Ukraine, c'est clairement, nous parlons d'autre chose qu'on n'a pas encore vu en Europe, dont l'horreur n'a pas encore pesé sur l'Europe. Et maintenant, pour nous, je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur, la vassalisation, ce que j'appelle moi la subjugation, c'est-à-dire, en gros, on aura le degré de liberté qui, à partir du moment où on ne les énerve pas.
Quand vous dites on, c'est la France par exemple. La France, par exemple, oui. Donc vous croyez qu'il y aura une volonté vraiment de submersion, de domination des États d'Europe de l'Ouest? Bah, je prends un exemple. Si Poutine décide que nous ne mangerons pas de tchorba le soir, eh ben on mangera pas de tchorba le soir. Voilà. Non, moi je pense que nous sommes dans un jeu finalement géopolitique assez traditionnel. Donc la Russie s'imposera comme la principale puissance du continent européen, surtout si les Américains nous quittent, et que donc voilà, il y aura des conséquences politiques. Vous ne parlez pas de la même chose, soyons clairs. Entre l'avenir que décrit le général Yakovlev, qui est un avenir d'occupation, et le vôtre, c'est deux mondes. Je ne dis pas que la zone d'influence russe est une chose plaisante, mais enfin, entre une zone d'influence, disons, classique, d'influence... Mais nous ne serions pas dans la zone d'influence. Une volonté d'occupation de toute Europe de l'Ouest, vous dites deux choses très différentes. Pas occupation, moi je dis subjugation. Oui, subjugation. Et la France ne serait pas dans la zone d'influence russe. Alors vous n'êtes pas d'accord avec le général Yakovlev? Non, la France ne serait pas dans... Parce que nous avons les moyens... De nouveau, le PIB français est supérieur au PIB russe. Donc, alors évidemment, aujourd'hui, étant donné que nous réveillons à peine de 30 ans vraiment d'apaisement, les dividendes de la paix, eh bien, si le risque devient évident, eh bien, les Français, les Allemands, donc, le général dramatise. D'après vous, ce que vient de dire le général, il dramatise. Comment ? Non, vous avez le droit de vous opposer, n'ayez pas peur, soyez pas si poli. Je suis d'accord avec l'ambassadeur qu'il ne vise pas l'invasion, l'occupation pour nous. C'est juste la subjugation, la mise aux ordres. Et je suis d'accord avec l'ambassadeur que... moi, je parle du projet de Poutine, je dis pas... Non, mais la mise aux ordres, pardon, on peut pas dire tout et n'importe quoi. La mise aux ordres, ça veut vraiment dire qu'il a une puissance sur la France. On ne met pas une puissance nucléaire, la France. Mise aux ordres, ça veut dire qu'il se donnerait les moyens de la dominer. C'est son objectif, je dis pas qu'il y arrivera. C'est son objectif. C'est son objectif, je ne dis pas qu'il y arrivera. Non, je suis d'accord. Non, je pense que, de nouveau, moi je suis... au fond, la différence que nous avons, c'est que pour moi, c'est un jeu géopolitique assez traditionnel. C'est ce que la Russie fait depuis des siècles, c'est-à-dire la marche vers l'Occident, avec l'espoir d'exercer une influence géopolitique majeure sur l'Europe occidentale. Mais je dis que face à cette volonté russe, il y a la Pologne qui a des moyens militaires et une population bien déterminée à se défendre et qui est riche maintenant. Il y a l'Allemagne. Voilà, soyons francs. Moi j'ai connu, comme le général d'ailleurs, qui est un peu plus jeune que moi j'ai connu l'armée soviétique à une étape du Tour de France de Strasbourg. Ouais. Voilà, moi j'ai fait mon service militaire, j'étais sur un char sur la frontière tchécoslovaque où on attendait les barbares et qui ne sont jamais venus. Donc voilà, nous avons eu une période où c'était quand même, ils étaient à Fulda, le fameux saillant de Fulda, ils étaient à 300 km de Strasbourg. Donc ça, c'était une menace existentielle. De surcroît, c'était aussi un projet de société. Un projet de société, le projet de société communiste, avec un parti à 30%. Quelle est votre réponse à Trump ce soir? Dans quelques instants, Émilie Brossoulou va nous rejoindre et nos autres invités éditorialistes. On entendra les points de vue les plus divers là-dessus. Trump a-t-il raison quand il dit, au fond, il y a une surenchère militariste en Europe de l'Ouest? Il dit qu'il y a un risque de troisième guerre mondiale. Il est critique sur les positions européennes. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il se trompe? En général, Trump se trompe en tout, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a une vision du monde il n'est pas sur cette planète. Pour moi, il a une autre vision. En plus ça, il change d'attitude tous les jours, donc il n'a pas de vision du monde. C'est le problème de fond que nous avons avec Trump. Il a une tactique du moment. Je pense qu'il n'a pas de vision stratégique, pas de calcul. Je pense que pour les Européens, on considère que l'alliance américaine est existentielle et civilisationnelle. Ils ont fondé toute leur politique étrangère et de défense sur l'alliance américaine. D'un seul coup, le sol manque sous leurs pas. Et donc, les Européens, évidemment, réagissent dans un mouvement qui s'apparente à de la panique. Et donc, non, c'est pas la question de la troisième guerre mondiale. Et si, en ce moment, ils réagissent ainsi, en plus, c'est pour se réarmer dans 5 ans, dans 10 ans. C'est tout simplement l'adaptation des Européens au triste monde que nous vivons.